Secret de fabrication. Secret de fabrication. Stéphanie Fugain. Hervé Modic. Pierre-Olivier Scotto. Bienvenue Stéphanie Fugain à l'Atrium de Chaville. On va essayer pendant cette heure de faire un voyage avec vous tout au long de votre vie. Et si nous commencions tout simplement par l'enfance, votre enfance. Ça fait déjà quelques années, mais l'enfance, c'est extraordinaire parce que c'est réellement imprimé. Et ma grand-mère disait toujours que plus on avance dans le temps, plus les images de l'enfance reviennent au quotidien. Elles sont toujours présentes parce que c'était une enfance très joyeuse. En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai. Et je suis née à Paris, d'un papa gréco-turc, d'une maman française, et qui ont eu la bonne idée de faire beaucoup d'enfants. Nous étions 7 enfants. Ah oui. J'étais celle du milieu, celle que ma maman appelait le canard. Alors pourquoi le canard ? Parce que j'étais en fait toujours révoltée. Je ne rentrais dans aucun moule. J'étais un peu agitée. Rebelle. Oui, rebelle également. Et 4 filles, 3 garçons. Voilà. J'avais 2 grands frères, donc 2 grands frères qui étaient actifs, sportifs, et qui me faisaient faire tout ce qui était possible parce que j'avais peur de rien. Déjà à l'époque. Oui, non, j'avais peur de rien. Ma sœur aînée était très tranquille, très organisée, et j'étais un garçon manqué en fait. Donc, si mes frères me construisaient une maison en haut d'un arbre, par exemple, eh bien, c'était moi qu'on envoyait pour voir si la maison résistait. Ah oui. Ouais. Voilà, en fait, c'était toujours des grandes tablées, les 7 enfants, mes parents, plus les autres que ma mère allait ramasser dans la rue, récupérer les pauvres, les autres qui n'avaient pas forcément de famille ou pas à manger. Donc ça faisait des grandes tablées dans un appartement dans lequel il y avait 1, 2, 3 chambres. Oui, c'est ça, 3 chambres, une petite salle à manger, une petite cuisine. Pas de salle de bain à l'époque. Et oui, Ouais. ça se passait dans la cuisine. Voilà, dans un grand baquet. Oui, oui. Et ma mère mettait tous ses enfants, sa tribu, dans un grand baquet. Mais ça laisse des souvenirs fantastiques. C'est une enfance heureuse que vous Heureuse. décrivez là. Ben oui, moi je connais pas autre chose de plus gai parce que on apprend à vivre en équipe, on apprend à respecter l'autre. J'avais des parents qui quand même étaient très autoritaires dans l'éducation. Exigeant. On était pauvres, mais on devait être poli et propre sur soi. Voilà. Donc ça laisse des belles marques et je pense que ça m'a bien servi toute ma vie. Vous étiez une petite jeune fille, une enfant donc rebelle, dynamique. La fantaisie, elle était déjà en vous toute Complètement. enfant. Ah oui, complètement. J'avais la chance d'avoir dans mes 2 frères un grand frère qui était très artiste, qui faisait toutes ses mains et qui m'avait fabriqué mes premiers vêtements de danse rythmique. On faisait ça à l'école. Et donc, il m'apprenait tout. Il m'apprenait la couture, la musique. Voilà, il faisait tout. Dès qu'il touchait quelque chose, c'était une réussite. Donc, il savait que moi, j'étais celle qui allait tout essayer. C'était très joyeux. Et votre premier rapport à l'art, à tout cet univers, c'était la musique ou la danse? Non, Avant la tout, danse. La danse, hein. Alors, en fait, comment c'est arrivé ? On n'avait pas la télévision. Pendant très longtemps, il n'y avait pas la télévision chez moi. Et ma mère avait un poste à galène. Maintenant, on a des écouteurs, etc. À l'époque, on appelait ça un poste à galène. Et il y avait beaucoup d'histoires, de pièces de théâtre qui se racontaient. Ah oui. Et c'était magique parce que moi, j'adorais les voix. Et moi, j'allais beaucoup, je dormais pas beaucoup. Et j'allais souvent, lorsque ma maman avait enfin fini sa journée, la rejoindre et on écoutait ces pièces. Et moi, ça m'impressionnait, ces voix de comédiens comme ça. C'était la comédie française qui passait tout à fait, souvent. voilà. Des voix bien timbrées comme ça. Donc, je me disais déjà, lorsque j'étais petite, quand je serai grande, je serai tragédienne. Vous imaginez, dans la tête de mes parents, ce que ça pouvait produire. C'est pas un métier, tu choisiras un métier d'abord. Et puis, au fil du temps, nous avons eu la télévision.
une espèce d'énorme écran qui s'est implanté dans cette petite pièce. En noir et blanc. En noir et blanc, bien sûr. Et chaque fois qu'on avait le droit de la regarder, évidemment, on était plantés devant mes parents, avaient chacun un fauteuil. Nous, on était assis, la petite ribambelle par terre, comme ça. Et j'adorais le théâtre qui passait régulièrement. On avait le droit à des belles pièces de théâtre. Et vraiment, c'était beaucoup de tragédie. Et je rêvais. Donc, j'avais décidé que je serais tragédienne. Pourquoi tragédienne? J'aurais juste pu dire comédienne. Donc, il était hors de question, bien sûr. Il fallait aller à l'école, apprendre. Et puis, très vite, la danse est arrivée. J'avais besoin de mouvement. Et pour tout vous dire, à l'école, la matière dans laquelle j'étais excellente, c'était la gym et la rythmique. Le reste... Et la tragédie, vous avez abandonné ou pas du tout? Vous êtes quand même... Non, pas du tout. J'ai eu envie. Alors d'abord, il fallait que j'aille à l'école. Mes parents, il était hors de question qu'on puisse imaginer d'ailleurs un autre métier. Mes parents ne connaissaient pas ça. Un métier d'artiste, c'était pas bien pour les filles, tout ça. Donc il fallait être sérieuse, il fallait grandir, choisir un métier. Comme je n'avais absolument aucune idée de ce que je pouvais faire d'autre, ma mère me disait, je sais pas, tu peux être couturière, coiffeuse... Secrétaire. Ben oui, parce que c'est ça. Parce que mes parents n'avaient pas fait d'études eux-mêmes. Donc j'ai tout fait ce qui était possible pour ne rien faire à l'école. Et qu'elle puisse Vous aviez un plan. Oui. Qu'elle me dise un jour, écoute, passe ton certificat d'études, choisis un métier et fiche-nous la paix. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc j'ai en accéléré fait toutes les études qu'il fallait faire, terminées, pour pouvoir partir et suivre des cours. Mais si je suivais des cours, je devais trouver des sous pour les payer. Voilà, ce que j'ai fait très vite. Vous gardiez les enfants ou... Des Non, figurations, peut-être? non, à l'époque, on ne gardait pas encore des enfants. J'allais faire les marchés très tôt. Ah oui. Voilà. Sacrée école, oui. On avait besoin, donc à 4h30 le matin, Oui, c'était oui. debout. 5h, on allait rejoindre les gentils qui voulaient bien prendre des jeunes enfants. Et ensuite, toute la journée sur un marché, enfin une matinée, une bonne matinée. Voilà. Et puis ensuite, j'avais trouvé d'autres petits boulots. C'était faire les escaliers dans les immeubles qui étaient proches de chez nous. Ah oui. Voilà, ça allait très vite. Je chantais, je dansais dans les escaliers, j'astiquais, je me faisais mon argent de poche et je pouvais payer mes cours. Mais c'est jamais triste, c'est fantastique ça. C'est l'école de la vie. Ouais, ça, c'est l'école de la vie, pour le coup. Voilà comment j'ai fait. Et ensuite, j'ai eu la chance un jour, j'étais plutôt mimi, j'étais avec ma maman, on faisait des courses, et un monsieur est venu voir ma mère pour dire écoutez, je trouve votre petite fille très mignonne, est-ce que vous accepteriez qu'elle fasse des photos de mode? Et ma mère a dit non, pas question, pas question. Perdition. Oui, j'avais, je sais pas, 14 ans. Oui. Voilà. Elle était prudente, votre maman. À 14 ans, on était des gamines, on n'était Ouais, pas, c'est pas aujourd'hui. pas maquillées, pas coiffées, pas ce qui ressemble aux petites filles de maintenant. Ma mère a dit non, et puis il lui a quand même donné ses coordonnées pour qu'on puisse réfléchir. J'ai tellement tanné ma maman que À craquer. c'était donc en dehors de l'école, c'était pendant les week-ends. Voilà, j'étais allée faire des séances photos de pub. Et du coup, alors là, ça m'a carrément donné l'envie de ne jamais arrêter. Voilà Oui. comment sont arrivés les premiers C'est arrivé pas. très vite, en fait, 14-15 ans. Oui, non, alors, après, ça a mis un petit peu de temps quand même. Ouais. Là, les photos, oui, c'était à cet âge-là. Après, on a continué. Et puis, j'ai commencé à chercher une école de théâtre. Ben oui. Voilà. J'ai pu prendre mes premiers cours que je payais, bien sûr. Vous étiez chez qui? Alors, c'était un conservatoire qui se trouvait dans le 5e à l'époque. Alors, tout portait le nom de Conservatoire du cinéma français, d'accord. Mais c'était intéressant parce qu'on y faisait du théâtre, parce que j'apprenais en fait à autre chose. Je voyais d'autres gens que mon petit univers familial. Et puis de ça à ça, j'ai Vous avez fait des petits tournages, Oui, des j'ai fait- figurations, des voilà, silhouettes. j'ai fait des silhouettes, j'ai fait des petits tournages, j'ai commencé à rentrer dans cet univers. C'était plus simple avant. On savait que si on voulait voir un metteur en scène, on allait à Boulogne. Oui. Oui, c'est ça. J'ai commencé à avoir des copines qui suivaient des cours de danse avec moi. On s'est donné des plans. On s'est dit, tiens, on va voir là, il y a tel metteur en scène qui cherche pour une panouille. On appelait ça des panouilles. Moi, je faisais beaucoup de photos quand même. J'ai fait beaucoup de photos pendant longtemps.
Ensuite, j'ai débarqué à la télévision, où on cherchait également des danseuses. J'ai eu la... Chaumont, non? On allait oui, pas au Chaumont. Rue des Alouettes. Oui, rue des Alouettes, c'est ça. J'ai eu la chance de rencontrer Plachard, Jean Guélis d'abord. Jean Guélis, qui m'a vraiment pris sous son aile, parce que moi, je n'avais pas de formation classique du tout. Il fallait bien que je m'y mette. Et qui m'a fait travailler beaucoup, beaucoup. Alors, j'étais très souple, j'avais vraiment le sens du mouvement. Et il m'a vraiment dirigée. Il m'a dit, voilà, il faut que tu fasses ça et ça. Et j'ai beaucoup travaillé pour rattraper les autres copines. J'avais la chance d'être extrêmement souple, ce qui m'a fait gagner du temps. Et voilà comment j'ai commencé à la télévision pour danser dans les ballets. Arthur Plachard aussi. Ensuite. Alors, l'avantage, c'est que tous les chanteurs autrefois étaient accompagnés de danseurs. Voilà. Donc du coup, rapidement, j'ai pu en vivre. Et puis. Et là, vous avez côtoyé qui comme chanteurs de. C'était des chanteurs de variété? Tous. Tous. Ah oui, tous. Oui, ils avaient le ballet derrière eux. Voilà. Que ce soit Sardou. Sauf Claude François qui avait les siennes. Mais... Oui, mais Claude François, non, parce que moi, j'ai fait partie d'une des premières. Des Claudettes. Voilà, qu'il avait. Alors, j'ai pas fait beaucoup de scènes parce que c'était un personnage qui était très difficile, très compliqué. Vous nous en parlez de Claude François, c'est intéressant d'ailleurs. Claude, alors évidemment avec le recul, je me dirais que c'était un type fantastique, mais qui était ingérable. Je me souviens d'un jour, il m'avait gentiment invité dans son moulin. Et j'étais allée avec des amis ou un copain, je me souviens plus parce que c'est très loin. Et puis, il nous a visité avec beaucoup de plaisir son domaine, dont la cave, sa cave. Et moi, vous savez, le vin, c'est pas un truc qui me... J'ai jamais bu de ma vie, je savais même pas le côté précieux des bouteilles, de la cave, et voilà, et la valeur. Et je rentre, comme tout le monde, c'est pas l'odeur que je préfère, et je ne ferme pas la porte. Et il y avait sa maman qui était pas très loin de moi. Il a incendié sa maman, et j'avais beau lui dire « Non, Claude, c'est moi, j'ai pas fermé la porte, je suis désolée ». Il a pris sa maman et il a fait en sorte que ce soit sa maman qui soit responsable. Et là, je m'étais dit, waouh, c'est chaud quand même. Voilà, il était quand même très colérique. Mais bon, il avait beaucoup de talent et c'était, voilà, il a apporté quand même énormément de choses dans la musique. Voilà, donc l'épisode a été relativement court parce que je me sentais pas du tout capable de vivre avec quelqu'un qui m'obligeait à rentrer le soir très vite dans ma chambre, à pas fréquenter les musiciens. C'était un peu compliqué quand même. Ouais. Alors, vous n'avez pas tourné 50 films, mais dans votre filmographie, il y a quand même 2 films absolument mythiques avec des acteurs mythiques qui sont La Piscine et Le Cercle Rouge. Comment vous êtes arrivé Cercle Rouge, Alain Delon dans les 2 films d'ailleurs, mais aussi Bourvil, Yves Montand, etc. Romy Schneider dans La Piscine. Absolument. Comment vous avez réussi à atteindre d'emblée, j'allais dire, ces films? Alors j'ai eu la chance, je sortais beaucoup, j'adorais danser, donc je passais mon temps à Saint-Germain-des-Prés, Castel, enfin toutes ces boîtes qui étaient ouvertes aux jeunes. Et vraiment, je passais ma vie dans les boîtes. Le soir, en général, c'était là que ça se passait. Et alors, dans les boîtes, il y avait l'étage inférieur, c'était pour ceux qui dansaient, qui quittaient pas la piste, et l'étage supérieur, c'était pour ceux qui dînaient. Voilà. Et un jour, les toilettes du bas étaient en dérangement, donc il ne restait que les toilettes du haut du restaurant. Et je fais comme tout le monde, je rejoins l'escalier, et en haut de l'escalier, dans la pièce à côté, il y a donc cette salle de restaurant dans laquelle il y avait Alain Delon et puis son staff. Voilà. Puis moi, j'étais... alors, c'est l'époque, short court, grande botte... Mais qui n'est pas en Duffelcoat. Looké, tout et tout. Et là, j'ai une main qui me tape sur l'épaule. Donc, le chauffeur d'Alain vient me chercher en me disant « Monsieur Delon aimerait beaucoup vous inviter à sa table. » Et là-dessus, je lui réponds « Si Monsieur Delon veut m'inviter, eh bien, il vient me le demander. » Et là-dessus, je suis repartie, rouge comme une tomate, en me disant « Quand même !» C'était la star absolue. Oui, Delon. bien Ça l'est sûr. toujours, d'ailleurs, bien à l'époque. Bien sûr. Non, mais on ne parle pas comme ça, Stéphanie. À l'époque, je m'appelais Kokinos, c'est mon nom de famille de naissance. Et grec. Grec, voilà, c'est ça. Et donc, je suis redescendue, et je suis remontée un quart d'heure ou 20 minutes après. Et là, c'est donc toujours dans l'escalier coincé
dans la file d'attente. Et là, c'est Alain qui est venu et qui m'a dit c'est pas gentil de pas. Voilà. Et donc, je lui ai répondu là-dessus de façon très effrontée que j'étais avec des amis. Et pas exagéré quand même. Que j'étais avec des amis, que j'étais pas une fille facile. Et voilà. Et puis, en fait, on s'est retrouvés très peu de temps après dans la même nuit, dans une autre boîte. En général, il y avait un circuit. Le circuit, C'était Castel, voilà. et après, on allait... Après, il y avait d'autres boîtes dans lesquelles on allait. Et je l'ai retrouvé dans cette autre boîte. Voilà, on a discuté un petit peu. Et peu de temps après, mon agent me dit... c'était Françoise Ménidret à l'époque, je crois, ou je ne me souviens plus. Voilà, tu as un casting à faire, mais je savais pas avec qui. Je savais que j'avais un casting à faire. Je devais être à Boulogne-Billancourt très tôt le matin. Donc en général, je sortais de la boîte, j'allais prendre une douche, je me rhabillais et j'allais sur le casting. Vous ne dormiez pas? En pleine forme. Bah non, je ne dormais pas beaucoup à l'époque. Ouais. Ah oui. Après, je récupérais un peu dans la journée. Donc, j'y suis allée. J'étais arrivée la première, je crois. À Boulogne-Billancourt, il y avait un grand bar comme ça. Et j'étais assise sur une grande chaise, mais il n'y avait personne pour me servir un thé ou autre chose. Donc, je dormais un peu sur le desk. Et là, j'avais une espèce de capeline avec une capuche qui me couvrait la tête comme ça. Et là, j'ai eu quelqu'un qui m'a touché l'épaule comme ça en disant « Bonjour, mademoiselle Coquinos ». Et c'était Alain Delon qui était là. Voilà. Et je me demandais comment il connaissait mon nom. C'était renseigné. Voilà. Et donc, notre amitié est née à ce moment-là. D'accord. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir participer à ces 2 films cultes. Culte, oui. Ouais. Et puis, alors bon, quand on est un peu danseuse, on est toujours celle qui va être un peu coupée à la fin quand le film est trop long. Mais en tout cas, j'ai passé un excellent moment. Vous jouiez une danseuse ou pas du tout? Oui, dans le Cercle Rouge. Oui, vous êtes dans... On est dans une boîte, oui, c'est ça. Des bonbons, Voilà. des esquimaux. Ah, il dans m'avait le donné Cercle le plan Rouge. de ma vie, c'est-à-dire que je devais aller en petit lapin, en petit, Voilà. En bunny. en bunny, et je devais aller offrir des fleurs, des roses. À un moment où c'est assez difficile pour Delon, enfin pour le C'est ça, personnage. oui, pour le d'ailleurs. personnage. Oui, Ouais, oui. ouais. Alors chaque fois alors ça passe quand même assez régulièrement. Oui. Je suis tranquille, j'ai sur mon téléphone. Ah, mais je crois que je t'ai vu. Est-ce que c'est Oui, toi est-ce que vraiment? c'est toi? Moi, Voilà. Ça a beaucoup fait rire mes enfants et mes petits enfants. Vous avez eu un rapport avec, même dans les tournages, Avec on ne Alain parle pas tout d'Alain, mais Bourvil. Je vous parlais de Bourvil. Oui, oui, parce que j'ai eu la chance de le rencontrer. Alors, il était très discret, il était très concentré. On ne pouvait pas non plus aller dans la loge. Ça va, on respectait, nous les petits jeunes, on respectait beaucoup ces acteurs qui étaient des monuments. Je ne me serais jamais permise d'aller demander ni un autographe. Je me contentais d'être là à tous les plans, vraiment autant que je pouvais, toute la journée, Vous observiez. pour observer. Oui. Mais je ne sais pas si on réalisait bien la chance qu'on avait. En même temps, je ne sais pas si on réalisait. C'est bien longtemps après que je me disais, mais quand même, j'ai eu cette chance de les connaître. Oui. Bon, on a ri, on a beaucoup ri, parce qu'il était drôle quand même. Il était très gentil, Bourvil, il avait Adorable. cette réputation. oui. Je l'adore. Ah, j'adore. Voilà, mon temps, que j'ai eu l'occasion de connaître après, de voir après, de Funès. Enfin, voilà, c'était tous ces acteurs. Et c'était pas difficile de les croiser parce que les lieux de rendez-vous, c'était vraiment les studios. On pouvait aller dans les studios facilement. Quand il y avait un casting, c'était le metteur en scène lui-même Oui. qui faisait le casting, ce qui était quand même très appréciable. Et maintenant, non, on vous colle, Oui, il y a des on vous demande de le barrières. faire. Voilà, L'assistant, on vous demande de le l'assistant. faire tout seul avec votre petite caméra. Et Exactement. faites-vous une image, envoyez-la, et on vous rappellera. C'est juste insupportable pour un comédien maintenant ou une comédienne. C'est difficile quand même. Bien C'est sûr. pas du tout. Mais là, vous étiez complètement insouciante, optimiste. Vous alliez faire ce métier quoi qu'il arrive. Ouais. Vous n'étiez pas du tout torturée. Pas du tout. Une période. Pas du tout. Moi, Heureuse. c'était vraiment une période heureuse et moi, je prenais tout ce qui passait. Donc, de toute façon, c'était évident que c'était le métier que j'avais choisi. Mhm. Personne ne pourrait me faire changer d'avis. On avait du temps. Eh oui. C'est que, en fait, tout nous paraissait possible. On avait du temps. Donc, j'ai fait beaucoup de... Je sciais entre les défilés de mode, parce que j'ai fait beaucoup de défilés de mode dansés. Je crois qu'avoir été une des premières à lancer cette mode, parce que comme je ne tenais pas en place, je bougeais tout le temps. Quand on me demandait de venir faire un défilé de mode, qu'est-ce que je faisais? Je dansais en même temps. Et puis, ça a plu. Donc voilà, j'étais souvent
prise pour faire des défilés de mode. Je dansais beaucoup en Belgique, on tournait beaucoup. En fait, j'étais tout le temps par Mons et par Vaux, mais c'était... Alors, on n'avait pas non plus... en tout cas, en ce qui me concerne, j'étais pas là pour installer une carrière. Je savais pas ce qui se passerait demain. Je crois que je vivais chaque jour ce qui m'était proposé. Et tant mieux. On n'avait pas de plan de carrière, en fait. Ça a été beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Alors, une autre rencontre extrêmement importante pour vous, ça a été les débuts avec le Big Bazar. Donc, comment, entre le cinéma et cette époque du Big Bazar de Michel Fugain, comment là aussi, est-ce qu'on vous a tapé sur l'épaule? Comment c'est venu? Comment vous êtes arrivé à cette situation? Alors, effectivement, c'était une belle rencontre. Je faisais des photos de mode avec un ami qui avait une agence de mode et qui me faisait travailler très souvent. Alors, c'était beaucoup de photos de beauté, de maquillage, de produits, voilà. Donc, je travaillais beaucoup avec lui. Il savait que j'adorais danser, il savait que j'adorais la comédie. Et il savait aussi que j'avais décidé de partir faire le tour du monde avec mon amoureux de l'époque, qui était, à l'époque, un musicien de Johnny Hallyday. Voilà. Et donc, voilà, c'était un baroudeur. Et puis, un jour, on se dit, pourquoi on fait pas le tour du monde? En fait, moi, je rêvais de comédie musicale. Il n'y avait pas de comédie musicale. Donc, c'était les États-Unis, alors? À l'époque, oui. C'est très prétentieux de ma part, quand même, d'imaginer que j'allais pouvoir aller si loin. Bon. En tout cas, je voulais voir. J'avais envie de connaître autre chose. Moi, je n'étais jamais sortie de chez moi, en gros. La télévision, on l'a eu très tard. J'avais besoin de découvertes. Et donc, on décide de faire un arrêt et de vendre ce qu'on avait, c'est-à-dire pas grand-chose en ce qui me concerne, et de partir, de s'acheter un espèce de petit bus qu'on avait aménagé, qu'on allait aménager pour partir. Voilà, on part sur les routes. Et j'avais vraiment décidé. Alors ça, c'était vraiment mon plan, le plan géant pour moi. Pas pour mes parents, mais pour moi, oui. Donc, je prépare tout ça. Et je dis à mon ami avec qui je fais des photos, ben voilà, je pars. Et il me dit, ah bon? Alors, lui, ça l'attristait que je parte, parce que d'abord, il aimait bien travailler avec moi, et puis il trouvait que c'était quand même un peu gonflé. Non, je lui dis, je pars, j'ai besoin de voir ce qui se passe ailleurs, je rêve de comédie musicale, il n'y en a pas ici. Bon, et puis, donc, organisation, les plans se montent, et un jour, il m'appelle et il me dit, alors, je viens de prendre rendez-vous avec toi, il y a un chanteur qui s'appelle Michel Fugain, qui cherche des jeunes qui veulent monter une troupe. Je dis, Michel Fugain, c'est qui? Donc, je me renseigne. Bah oui, parce que moi, je ne connaissais pas. Pas Wikipédia à l'époque. Voilà, il n'y avait pas tout ça. Mais en fait, en même temps, je m'en souviens parce que c'était donc toujours la mode de faire des photos avec des chanteurs. Ah oui. Donc, je faisais partie de ces filles qui faisaient des photos avec des chanteurs. Et on m'avait proposé à 2 reprises de faire des photos avec un chanteur qui s'appelait Michel Fugain. Et moi, j'avais dit, parce que j'avais pas le temps, j'avais dit, c'est qui ça? Bon, non, ça m'intéresse pas. J'avais décidé d'autres choses, donc j'allais pas gâcher mon week-end pour aller faire des photos. Une première fois, une deuxième fois, et soudain, on me dit, alors j'ai pris rendez-vous, Michel Fugain fait un casting à l'Olympia, je t'ai inscrite. Mais je dis, mais j'ai pas envie d'aller là-bas. Mais si, tu devrais. Mais je dis, mais je pars, je m'en vais, je vais pas aller faire un casting. Mais t'as tort, tu devrais y aller. Voilà. Bon, alors j'ai dit, je vais y aller pour te faire plaisir. Hein. Et puis c'était intéressant parce que j'avais retrouvé mes copines, mes copains danseurs qui étaient là, qui avaient fait comme moi le casting. Et j'y vais avec mon petit chien. Mais alors, vraiment, pour lui faire plaisir. J'y vais, j'ai pas du tout envie. En toute décontraction. Oui, c'est ça, j'y vais, j'arrive, j'ai une petite salopette, très moulante, très décontractée, j'arrive. Oui, j'arrive sur ce plateau du 4e étage, pour ceux qui connaissent bien l'Olympia de répétition. De l'époque, en plus. De l'époque, oui, bien sûr. Dans la maison de Bruno Cocatrix, qui deviendra mon papa, mon oncle. Oui, parce que vraiment, Bruno, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et Paulette. Et puis, j'arrive, donc tout le monde est très calme. Il y a un staff, là. Alors, il y a les grandes classes. Donc, je vois dans les grandes classes le staff, dont Michel Fugain. Et puis, un chorégraphe qui est là, qui s'appelle Amadeo. Philippin. Donc, je rentre, on me donne un numéro.
Alors, je l'ai su pendant longtemps, et puis je ne sais pas pourquoi un jour je l'ai oublié. Ça depuis Lorette. J'ai dû enlever ce qui me gênait. Et on me donne un numéro, donc je vois tous mes copains et copines qui sont à droite, qui ont passé le casting, ceux qui sont en train de le passer, et voilà. Donc je vais. D'abord, je passe au piano avec Fugain, qui me demande de chanter au clair de la lune, enfin le truc stupide, dans lequel on ne peut pas être excellent du tout. Je me dis, pourquoi il me fait chanter ça? Clair de la lune, oui. Clair de la lune, oui, c'est une chanson comme ça, quoi. Donc je chante, et j'entends, il se retourne vers quelqu'un à côté de lui, il dit « voix blanche ». Pour moi, c'était la pire des insultes, alors que je ne savais même pas ce que voulait dire « voix blanche », pour le coup. Et il me dit « bon, très bien, merci, allez danser là-bas ». Donc, je vais me mettre au milieu avec 3 autres garçons. Je suis la seule fille. Il y a 3 autres garçons. Amadeo nous montre une chorégraphie super facile. Évidemment, pour moi, pas de problème. 1 fois, 2 fois, 3 fois, il monte pour que... Voilà. Les garçons à côté étaient plutôt très empruntés. Parce qu'en fait, dans ce casting, tout le monde pouvait venir. Donc tous ceux qui rêvaient, il n'y avait pas que les professionnels. Ça devait être assez particulier. Oui, donc tout le monde pouvait venir. À partir du moment où vous aviez envie de danser, que vous aimiez ça, ils recherchaient des personnalités surtout. Donc voilà. Je me retrouve avec 3 garçons qui, visiblement, ne sont pas danseurs. Donc je suis au milieu. Et évidemment, j'y vais à fond, pas de problème. Et ensuite, ce Philippin nous pose des questions en anglais et me demandant si je préférais le poulet ou le serpent. Un casting. Et moi, évidemment, je lui réponds ni l'un ni l'autre, puisque je ne mange pas de viande. Donc, je ne mange pas. Je suppose qu'il me demande si j'aimerais manger du poulet ou du serpent. Oui. Je trouve ça tellement con, cette question. Et je lui dis ni l'un ni l'autre. Bon, voilà, donc je suis remise sur le côté. Et peu de temps après, donc l'autre passe. Et à la fin, c'est bon, tel numéro reste, tel numéro s'en va, etc. Et mon numéro, out. Je suis vexée comme une teigne. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis venue faire là? Je pars, je cherche mon chien, je redescends. Je redescends plus vite fait, parce que là, vraiment, j'ai eu la honte de ma vie. Toutes mes copines sont là, sont du bon côté. Et moi, c'est out. Et donc, là, Fugain, super embêté, parce que lui, il m'avait vu que de dos, donc les fesses qui bougent comme ça. Moi, ça, c'est ce qu'il m'a dit après, évidemment. Et là, j'entends... c'était Marouani qui l'avait envoyé. Alain Marouani me récupérer. Et Alain Marouani, mademoiselle, je réponds pas. Mademoiselle, s'il vous plaît, plus fort encore. Et je mets enfin la tête comme ça. Mademoiselle, mais revenez, il y a une erreur, vous ne deviez pas partir. Je dis, si, j'ai bien entendu. Puis moi, j'ai un mauvais caractère. Tu m'as dit out, j'y vais. Ça veut dire que je ne suis pas choisie, quoi. En même temps, ça tombait bien, j'avais envie de partir. Et donc, il insiste, il descend, il vient me chercher. Il m'a dit non, monsieur Fugain vous a choisi et c'est une erreur. Bon, je remonte avec mon chien et là, je vois Fugain qui parle avec Amadeo, Philippin, qui lui disait en fait, je ne l'ai pas choisi parce qu'elle ne m'a pas regardé dans les yeux. À mon avis, je préférais choisir les garçons. D'accord. Donc, je reste un peu forcée, contrainte. Voilà, je reste. Et je suis restée très longtemps dans cette aventure magnifique. C'était 20 ans, le Big Bazar? Pardon, excuse-moi. 20 ans? Non, ça n'a pas duré 20 ans. Ça a duré... En fait, on a l'impression qu'on a fait toute notre vie dans le Big Bazar, mais pas du tout. Ça a duré... la première fois, alors là, je vais un peu caler sur les années, 5-6 ans de Big Bazar. Oui. Mais alors, tout le temps, 24 heures sur 24, toute l'année sur les routes. C'est-à-dire que chaque album qui sortait, c'était un album de tubes. On était toujours en spectacle, toujours en tournée. On faisait que ça. On avait sans arrêt. D'ailleurs, on vivait en bus. On avait des car-couchettes et on était super contents. On vivait, comme dans les cirques, quoi. C'est une communauté. Une communauté, troupe, voilà. Oui. Ouais. Et c'est ce qu'il voulait d'ailleurs, Fugain, non? Il voulait ça, il voulait ce côté. Oui, il aimait bien ce côté. On travaille tous ensemble, on apprend tout. On travaillait beaucoup parce qu'on n'était quand même pas des pros.
au départ. Et effectivement, ils cherchaient des personnalités. Donc, il y avait celle qui chantait Vava, Valentine Sajan, qui chantait, qui avait une voix extraordinaire, qui pouvait tout chanter. Il y avait ceux qui étaient plus comédiens, il y avait ceux qui étaient plus danseurs. Voilà, et ça faisait un super groupe. En tout cas, sur scène, ça déboulait vraiment. Et dès qu'on a vu commencer cette aventure, on a travaillé pendant 1 an d'abord. Claude Bessy a été une de nos profs. Ah oui. On avait Pierre Fugère, qui était un danseur de l'Opéra de Paris exceptionnel. Et comme tous ceux qui ont besoin d'apprendre, on était là du matin jusqu'au soir. Et en général, une bonne partie de la nuit, on le passait en studio pour aller enregistrer les albums qui étaient à enregistrer. Donc on dormait au pied du micro. Et alors, pour les plus jeunes qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'était que le Big Bazar, en fait? C'était quoi? Le Big Bazar, c'est arrivé à une époque où il n'y avait pas ce genre de spectacle. Voilà, moi, je partais faire le tour du monde pour aller rechercher de la comédie musicale. C'était des gens qui étaient censés danser, chanter, jouer la comédie. Et Fugain, donc, faisait toutes les musiques. Maurice Vidalin, Pierre Delanoë et Claude Lemel, venu plus tard, travaillaient autour des textes. Et tout était construit pour une troupe. Voilà. Donc c'était ça, c'était une équipe de jeunes. On a tout entendu, hein, les Babacool. Bon, c'est vrai qu'on avait un peu des looks de Babacool, hein, quand même. Hein. C'était pas ce que je préférais, mais j'étais obligée de suivre le mouvement. Et non, mais c'était très joyeux. En fait, on a eu une chance extraordinaire de pouvoir apprendre tout ça en étant au top du top du top, parce que Fugain, il n'était jamais déclassé, ça tournait tout le temps, et puis les gens avaient envie de ça. On est resté à l'Olympia pendant des mois et des mois et des mois, il a battu les records d'Olympia. On était partout où on allait, les salles étaient pleines, les gens étaient debout, et ça rassemblait tout public. On avait les petits jusqu'aux grands-parents. Voilà, c'était extrêmement important. Et alors, au fil du temps, il y a toujours un peu une usure parce que Fugain aime bien les choses qui se renouvellent quand même assez régulièrement. Un jour, il en a eu assez du Big Bazar. Il a eu envie, et moi, je peux comprendre. Il travaillait toujours pour une troupe. Il travaillait plus pour un soliste. Et voilà, il se perdait un petit peu. Il avait envie de retourner à autre chose. Il a arrêté le Big Bazar à un moment où le métier et le public lui en ont voulu mais énormément. Ah oui. Ah oui, parce que il nous enlève notre rêve, notre jouet. Ça s'est transformé en compagnie Michel Fugain, où là, c'était davantage de la comédie. Voilà, la commedia dell'arte. Donc c'était intéressant aussi. Vous en avez fait partie? Oui, bien sûr. Après, j'étais accrochée. Hein. Vous avez été de toutes les aventures, en l'occurrence. Oui, parce que quand même très vite, je suis rentrée dans le Big Bazar, mais comme il disait, pendant 1 an, je l'ai mise à l'essai. Après, je lui ai fait un enfant, et c'est assez vrai pour le coup. Marie est arrivée. Oui. Voilà, Marie est arrivée à l'époque du Big Bazar. Ça lui a donné un petit peu le goût du métier très rapidement. Mais donc, on se quittait plus parce que c'était on travaillait, on vivait ensemble, et c'était très très bien parce que ça se passait très très bien. On n'avait pas le temps d'ailleurs de pas être bien, parce que tous les jours on tournait. Hein. C'était pas les vacances. On arrêtait en fait simplement quand il y avait la période où l'album se réalisait. Ensuite, il y avait la période de la promotion. Ensuite, la période de la tournée qui durait le temps qu'on tourne, qu'on fasse toute la France et le Canada, dans lequel on passait beaucoup de temps aussi. Oui. Oui, ils sont très friands là-bas de comédie musicale. Oui, puis là, c'était vraiment une très grande star là-bas, vraiment. Puis après, Laurette est arrivée. Donc vous avez pris un certain recul artistiquement, Oui. vous-même, à titre personnel. Oui, alors il a à la eu naissance de votre. il a eu envie de faire cet arrêt après la comédie, Oui. après la compagnie Fugain, de se retrouver, de se remettre en question. J'en ai profité pour faire ma petite Laurette, parce qu'évidemment, on n'a pas le temps de faire un enfant non plus. Oui. Puis moi, j'avais pas envie d'arrêter. J'avais envie toujours de danser. Je voulais pas. Et c'est long, 9 mois. Vous savez pas ça, messieurs, mais c'est Non. très très long. C'est très très long, et moi j'avais toujours envie de danser, donc je voulais bien être enceinte jusqu'à 4-5 mois, puis après c'était plus possible, Un peu mais court. ça marchait pas. Voilà, donc j'ai décidé que j'avais le temps de faire Laurette, de mettre au monde cette petite princesse, et puis après c'était quand même beaucoup plus difficile, parce qu'avec 2 enfants, les trimballer comme ça, c'est un peu compliqué. Et là,
Michel Fugain a eu besoin d'un arrêt, de se remettre en question. Et c'est à ce moment-là qu'il a créé l'atelier Michel Fugain dans les studios de la Victorine à Nice. Voilà. Et on habitait dans un cloître absolument magnifique. C'était très festif, mais je me suis ennuyée très vite, en définitive. Moi, je donnais des cours de danse, évidemment. Enfin, évidemment. Voilà, on avait besoin de quelqu'un qui donne des cours de danse. Je faisais, j'aimais bien, mais je m'y sentais pas bien. Donc, j'ai décidé que j'allais rentrer avec mes enfants dans notre maison dans la vallée de Chevreuse. Et puis, je me disais que si tu aimes bien cet endroit, je t'y laisse. Mais je n'étais pas heureuse là-bas. Voilà, c'était pas mon élément. L'école, c'était un petit peu encore, on recommence à zéro. Moi, j'avais envie de retourner faire du cinéma. Vous en avez refait un peu ? Oui, j'ai refait de la télévision après. Je suis rentrée, mais bon, j'avais un bébé quand même, c'était plus compliqué. Il y a un troisième qui est arrivé, il y a Alexis qui est oui, arrivé. Mais il a mis du temps, celui-là. Il a mis du temps. Laurette avait déjà 10 ans. Et je me disais, mais je veux un petit garçon. Voilà. Donc bon, on a mis un peu de temps. Il est arrivé, mon petit bonhomme. Et tant mieux, heureusement qu'il est là. C'est un vrai bonheur. Musicien d'ailleurs. Et oui, musicien, oui, évidemment. Oui. Marie comédienne. Marie comédienne. Alexis, et Laurette ne voulait pas le dire à son père, mais elle avait bien décidé d'être comédienne également. Elle dansait beaucoup. Elle était belle comme le jour. Et malheureusement, elle a eu la chance quand même de faire une série pour la télé. Puis elle est tombée très vite malade. Donc malheureusement, ça a été un petit peu court. Mais Alexis est musicien, oui. Ouais. Alors, dans votre vie, il y a cet anéantissement, ce tremblement de terre de 2002, c'est ça, le départ de Laurette. Vous avez réagi de manière extrêmement positive, je dirais. Vous avez sublimé ce chagrin absolu en créant l'association Laurette Fugain. Vous pouvez nous en parler, expliquer, parce qu'on n'en parle jamais assez sur le fond, etc. En fait, voilà. Notre vie va plutôt bien, on a de la chance, on est gâtés, on fait ce qu'on aime, on a 2 beaux enfants, magnifiques. Tout va bien. Et d'ailleurs, je me souviens que souvent, je me disais, parce que quand on fait du spectacle, on voit évidemment, on voit beaucoup d'enfants handicapés, on voit des gens qui ont des difficultés. Moi, j'avais toujours cette chance d'être les pieds sur terre, grâce à mon éducation. Donc, j'étais très proche des gens qui m'entouraient. Toujours. De la réalité, de la vraie vie. Voilà, on n'était pas dans le star system. Fugain n'était d'ailleurs pas du tout conçu comme ça non plus. Et c'était bien comme ça, mais je me disais toujours qu'on avait une chance incroyable, quoi. Je ne savais pas qu'à un moment donné, la chance pouvait tourner et qu'un beau matin, on vous annonce la pire des choses, c'est-à-dire votre enfant est malade, c'est grave, votre fille a une leucémie, et là, c'est un éboulement total, c'est un tsunami qui n'en finit jamais, et que vous pouvez même pas expliquer, parce que ça vous coupe tellement les jambes que voilà, il faut le temps de la respiration. En tout cas, chez moi, je peux parler que de mon émotion à moi, bien sûr. Et très vite, je vais dire à Laurette, on va y aller, Laurette. On va se battre. On va gagner. Parce que dans ma tête, à moi, déjà, depuis toute petite, c'est on doit gagner, on doit se battre et on doit gagner. Et là, on va forcément gagner. Je savais bien que les leucémies, c'était pas forcément la meilleure des maladies, quoi. Il y avait beaucoup à faire. Michel, sa famille est médecin. On a donc choisi très vite des bons hôpitaux, puisqu'on a aussi cette chance-là d'avoir de très très bons hôpitaux et des très très bons médecins et des très bons tout. Et voilà, donc Laurette va être hospitalisée, on nous met en garde, on nous dit que c'est un très très mauvais pronostic et qu'on nous annonce que Laurette a que 20% de chance de gagner. Et moi, le 20%, je le transforme en 1000%. C'est-à-dire 20%, ça ne peut même pas être entendable.
Donc je le transforme tout de suite. Et je dis à Laurette, on va gagner, on va tout faire pour. Donc il y a, Michel décide d'arrêter de tourner, parce qu'il partait en tournée, pour être avec elle. Et Laurette lui dit, t'arrêtes pas papa, toi tu vas continuer, et moi je reste avec maman, et on va se battre. Elle a quel âge, Laurette? Elle a 20 ans. 20 ans. Donc on va entreprendre le parcours du combattant, parce que c'est vraiment ça. Tous les jours sont durs, tous les jours sont compliqués. Et quand on est bien portant, on s'en rend pas, on sait pas ce que vivent à la fois les malades. Alors on n'est pas parti. Vous savez, il y avait toutes ces personnes qui nous écrivaient, qui disaient ah mais pourquoi vous? C'est pas normal, pourquoi vous? Et en fait, moi je répondais toujours oui, mais pourquoi pas nous? Laurette aussi m'a dit mais maman, pourquoi moi? Pourquoi pas nous? Après tout, pourquoi pas nous? Donc ça a été 11 mois. 11 mois les plus longs de ma vie, 11 mois de combat, 11 mois d'espoir, 11 mois de rire même, parce qu'on a toujours transformé tous les instants de l'hôpital, on les a transformés en rire. Voilà. Derrière chaque mauvaise nouvelle, je faisais en sorte qu'il y ait un moment fort, festif. Il fallait porter Laurette, donc Marie était à ses côtés, évidemment, autant qu'elle le pouvait, puisqu'elle tournait beaucoup à cette époque-là. Je ne quittais pas Laurette, jamais. Je dormais avec elle, je rentrais chez moi juste prendre une douche et voir mon petit garçon que j'avais mis chez une amie proche, dont le fils était copain avec Alexis. Ce qui fait que je ne quittais jamais Laurette, je m'étais un peu transformée en infirmière, je suivais tout, j'apprenais tout ce qui se passait, et puis j'espérais, et puis j'écrivais beaucoup, parce que Laurette dormait beaucoup. J'écrivais beaucoup et je me disais, bon, voilà, je vais lui écrire tout ça pour qu'elle s'en souvienne et on réalise que ça fait du bien d'écrire. Voilà, les chimiothérapies avancent, elle est chimio-résistante, c'est-à-dire que ça ne marche pas très bien. Les médecins décident quand même de la greffer parce qu'elle est résistante, parce qu'elle est battante, parce qu'elle a un caractère de cochon. Soutient sa mère, quoi. Oui, c'est ça. Et que les médecins aiment bien ça. Voilà. Que les malades participent à leur combat. C'est un combat, hein, c'est une guerre. Hein. On est en guerre, vraiment. On est en guerre. Alors, quand on parle de la Covid maintenant, c'est presque quelque chose que je connaissais bien, parce que c'est une guerre permanente. Et on va d'abord tester mes enfants pour savoir s'ils peuvent être donneurs de moelle osseuse pour Laurette. Il faut savoir qu'on a une chance sur 4 dans la famille d'être compatible avec sa fratrie. Et on a une chance sur 1 million de trouver un donneur non apparenté, c'est-à-dire rien du tout. Une épingle dans une botte de foin, petite. Donc là, on me dit, mes 2 autres enfants ne sont pas compatibles, donc on reprend une douche violente, parce qu'entre le moment où on décide de faire le prélèvement pour faire l'étude de la moelle osseuse, des caractéristiques de la moelle osseuse de Laurette, et la recherche d'un donneur, c'est interminable. C'est long. Je découvre, en étant à côté de ma fille, que moi, issue d'une famille de donneurs, grandi dans une famille de donneurs, on n'avait donné que notre sang. Mon père donnait son sang, ma mère donnait son sang, nous donnions notre sang, Laurette était donneuse de sang, qu'on nous avait jamais appris que nous pouvions donner nos plaquettes sanguines, et encore moins qu'on pouvait s'inscrire sur des fichiers de donneurs de moelle osseuse. Je découvre tout ça, et je trouve ça mais aberrant de ne pas s'être informé de tout ça. Et donc on va quand même avoir, et on a la chance de trouver après beaucoup de semaines, une donneuse compatible avec Laurette, une Allemande, parce que c'est quand même les fichiers qui sont les plus fournis à cette époque-là en tout cas, une Allemande qui est compatible avec Laurette et qui est relativement bien compatible. La greffe va se faire, on traverse une autre période qui est épouvantable. C'est tout ce qu'on découvre, quoi. C'est très dur. Et puis voilà. Puis après, il faut attendre que la greffe prenne. C'est 3 semaines. Elle s'en sort pas mal. Les journées avancent. La greffe prend pas tout de suite, mais Laurette a la pêche. Voilà, ça se passe plutôt bien. Et puis à un moment donné, ça va se passer beaucoup plus mal, très mal même. Et puis, on ne ressortira pas. Voilà, Laurette n'aura pas gagné son combat. Et là,
c'est la terre qui souffle sous vos pieds, quoi. C'est juste incompréhensible. C'est dans l'indicible absolu, quoi. C'est même pas explicable. C'est ça. Je le revis régulièrement avec des familles qui perdent des enfants et je peux être présente et les soutenir puisque c'est le rôle de l'association Laurette Fugain que j'ai créée rapidement. Mais ça ne porte pas de nom. Voilà. Et quand on sait en plus que le rôle que les citoyens peuvent jouer dans ces combats-là, en étant tout simplement une chaîne du maillon, en donnant son sang, indispensable, incontournable, ces plaquettes indispensables et incontournables, et puis éventuellement s'inscrire sur un fichier d'honneur de moellusseuse, qui est le dernier joker pour sauver, pour aider à poursuivre son combat. Voilà, donc on est tous anéantis, bien évidemment. J'ai beaucoup de mal à quitter l'hôpital parce que Oui, vous avez créé des liens. oui, incroyables, et énorme. puis, bien Mais parce sûr. qu'en fait, pendant 11 mois, vous vous installez, vous n'allez voir que cette maison, que ces couloirs, et ça devient votre famille. Et maintenant que je connais bien, c'est indispensable de créer un lien avec cette famille de soignants. Vous y passez tellement d'heures, tellement d'années même pour certains. Avec des moments conviviaux, j'imagine. Ah, mais En plus, même des rires, je C'est toujours suppose. joyeux. Et alors Joyeux, voilà. la nuit surtout, parce que la nuit, les nuits sont très très longues. Et on ne dort pas forcément, mais les nuits sont fortes parce qu'elles sont des échanges avec les infirmières que j'admire, que j'aime, que je respecte. Ce personnel soignant, alors il y en a des mieux que d'autres, hein, parce qu'il y en a franchement qu'on n'aimerait pas voir, ne pas connaître, mais c'est un univers exceptionnel. En tout cas, dans ces domaines qui sont des maladies très longues, très compliquées, il y a vraiment des gens exceptionnels, vraiment. Et donc, il faut d'abord rentrer chez soi, rebâtir ce qui vous semble absolument impossible. Et très vite, en fait, j'ai repris une phase que Laurette m'avait dit dans la bulle. Quand je sortirai, maman, je mènerai un combat pour mobiliser les jeunes autour des dons de vie, parce que c'est pas normal qu'on ne soit pas informé et qu'on en ait tant besoin. Et ça, soutenu par mon amie Christelle Pernet, que vous connaissez bien, elle me dit moi je voulais mourir, hein, c'était Bien sûr. J'imaginais même pas comment j'allais pouvoir rebondir, comment j'allais pouvoir avancer. Et là, chacun de la famille est isolé, C'est ça. seul. Chacun se débrouille comme il peut. Et alors, C'est sauf qu'il vis-à-vis peut. de votre deux autres enfants qui étaient là, qui étaient en vie, qu'est-ce qui se passe alors? Moi, je pense que... Alors, Marie était grande et j'ai... un jour, en fait, j'ai réuni mon petit monde et j'ai dit à Michel, à Marie, à Alexis, qui était petit, qui avait 9 ans, je ne vais pas être le pilier pendant longtemps, parce que j'étais un peu le pilier de la famille, enfin un peu, beaucoup même, le centre. Je pense que je ne le serai pas. Je sais que j'étais honnête, je savais que j'étais morte, que je pourrais plus prendre à bout de bras tout. Voilà, et je leur ai dit que je les aimais, que je les oubliais pas, que je les aimais, mais que je me sentais pas forte. Enfin, je croyais que j'étais pas forte, en fait. Et chacun pensait la même chose. En fait, on est très isolé. On n'imagine pas comment la peine, la souffrance, c'est quelque chose de très personnel. Moi, j'imaginais que voilà, on allait, chacun prend ses responsabilités, mais on était là, quoi. Voilà, j'allais pouvoir mettre ma tête sur l'épaule de mon mari. Mes enfants pourraient aussi, mais je ne pouvais pas les aider dans ce passage. Et je pense que... je sais que j'étais dans le coma pendant 3 ans. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait, j'ai démarré très vite l'association. Oui. Ouais, très vite. Laurette est décédée au mois de mai et en septembre, j'ai commencé l'association parce que je ne pouvais pas imaginer une seconde que quelqu'un d'autre puisse vivre ce que Laurette avait vécu en manquant si souvent de plaquettes sanguines et de transfusion de sang. Je vous disais, je refuse que d'autres le vivent comme ça. Donc, j'ai démarré et j'avais peur de personne. Rien ne m'effrayait. Et j'ai réalisé à ce moment-là que dans mon corps, dans ma tête, dans mes tripes, en fait, parce que c'est extrêmement tripal, qu'il y avait 2 Stéphanie.
Il y avait celle qui venait de perdre Laurette, et il y avait l'autre qui me parlait, qui me poussait, qui me... Comme un appel. Comme un appel, et qui m'obligeait à avancer, mais complètement déboulonnée de la terre. Rien ne vous arrêtait. Rien, mais rien. Et d'ailleurs, ni vous avez personne. rencontré les présidents, les premiers ministres, etc. Tout le monde vous recevait. Ouais. Je fais beaucoup d'émissions de télévision. Oui. Parce que j'avais la chance, et merci d'ailleurs qu'on m'ait donné autant de possibilités de faire des appels, donc des belles émissions de télévision avec beaucoup d'artistes qui s'étaient mobilisés pour donner un objet. Il y avait la marche pour Laurette. Il y a la marche pour Laurette. Il y avait la marche pour Laurette qu'on organisait tous les ans au mois de mai, avec 5 000, 10 000 personnes. Enfin, ça grossissait, c'était extraordinaire. Et le message passait bien, c'était très fort. Voilà, j'avais réuni une équipe, enfin plutôt une équipe s'était réunie autour de moi, qui est pratiquement toujours la même équipe au jour d'aujourd'hui. Et on a commencé à parler surtout des plaquettes, des dons de vie pour éduquer les gens et dire que ça n'arrive pas qu'aux autres, d'abord, et qu'on ne peut pas penser que on peut traverser la vie comme ça sans être concerné par quelque chose aussi fort. Je me dis, s'il y a quelque chose dans la vie qui est gratuit pour tout le monde, mais qui vous donne tellement d'amour, tellement d'énergie, tellement de tout, c'est ça, c'est être donneur. C'est pouvoir donner à quelqu'un. Alors là, je parle des dons de vie, évidemment, parce que c'était mon sujet, mais dans la vie en général, et j'ose espérer que cette traversée du Covid qu'on vit là depuis plus d'1 an ramènera les gens à plus de valeur. Il y a des gens fantastiques qui savent, qui sont sur le terrain, qui donnent du plus dans cette société, et puis il y en a d'autres qui la traversent. Alors peut-être que ça doit être comme ça, mais... Par infraction. Par effraction. Par effraction, c'est ça. C'est-à-dire, allez, je vois rien, je suis concernée par rien, mais moi j'ai envie de leur dire, mais tout peut arriver. Oui. Alors, vivons vraiment la seconde que nous vivons. Quand on me demande si je me projette demain, comment ça va se passer après la Covid et tout, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, voilà, là, ce moment qu'on passe avec vous, que je passe avec vous, qui est délicieux dans ce théâtre que j'aime beaucoup. Et puis, tout à l'heure, je rentrerai chez moi et puis je ferai d'autres choses. Mais c'est ça, la vie. Se projeter, en fait, j'ai malheureusement compris que ça servait à rien, sauf si ça vous fait pousser des ailes. Ça, c'est important, parce qu'évidemment, il faut rêver. Oh mon Dieu, comment il faut rêver. Et j'ai mis beaucoup de temps à retrouver... ce petit plaisir de rêver, mais beaucoup moins. C'est-à-dire que c'est toujours empreinte de quelque chose qui me dit « Attends, rêve pas trop, parce que là, il faut avancer, il faut y aller. » Voilà, c'est très difficile. On vous sent sereine maintenant, après toutes ces années de souffrance, de combat. On vous sent apaisée. Oui, alors je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'en fait, pour chacun d'entre nous qui vivons des drames, il y a des passages obligés. Alors, c'était un jour, j'avais fait une émission de télévision avec Boris Cyrulnik. Et c'était sur la résilience. Je venais de perdre Laurette. Je suis sur le plateau à côté de lui et j'entends parler de résilience, bien sûr. Je sais ce que veut dire la résilience. J'entends parler de deuil, faire le deuil de son enfant. Et là, je pète un plomb et je me dis, mais jamais, jamais faire le deuil de mon enfant, mais c'est juste pas possible. Il faut savoir aussi qu'entre-temps, je perds ma fille, ma maman, mon mari qui s'en va, mon papa, et c'est beaucoup. Donc, je ne sais même pas comment je me situe, comment je dois avancer. Et on me parle de faire le deuil. Et j'entends Boris Cyrulnik qui me répond oui, c'est peut-être un mauvais mot choisi, mais en fait, c'est faire son chemin. Oui. Et chacun fait son chemin comme il peut le faire. Donc, j'ai été très en colère pendant très, très, très longtemps. Effectivement. C'est logique. Ça a duré de longues années. C'est une étape qu'on doit traverser. C'était vital pour vous. L'anéantissement, moi, je ne l'ai pas mis tout de suite. Je l'ai mis, je crois, après la colère. Mais j'ai été en colère longtemps. Je crois que j'ai sauté des étapes. Mais j'étais en colère très, très longtemps. Et tous les matins, je partais, j'allais courir dans ma forêt. Très tôt le matin, je partais, j'allais courir. Il fallait que je cours. Je croisais des biches, je croisais des signes extraordinaires. Et ça m'a aidé, mais tellement à si ce n'est accepter, à avancer, justement. Un petit pas, puis un petit pas. Et puis, j'ai réalisé que moi, je m'étais mise en boule. Voilà, c'était une expression que j'utilisais beaucoup. Je m'étais mise en boule dans mon sac. J'étais au fond de moi. J'étais au fond.
pour ça qu'on ne peut pas s'occuper des autres à côté, c'est impossible. Bien sûr. Juste dans mon combat, mais s'occuper de soi, c'est impossible. S'occuper de son enfant, bien sûr, je m'occupais de mon enfant, mais j'essayais de sauver ma peau. Et c'est ce que disait Fugain après, chacun essaie de sauver sa peau. Moi, je ne sauve pas ma peau toute seule quand même. Hein. Je sais que j'ai des enfants et que c'est ma responsabilité. Mais j'ai été, je crois, au fond du mal, au fond de la tristesse, au fond de la destruction. Peut-être que je l'aurais été davantage si j'ai eu envie de mourir, sincèrement. Au bout de 5 ans. Au bout de 5 ans, je me disais, mais j'en peux plus. Et je me suis laissée glisser, en fait, jusqu'au bout. Et ce que je peux dire maintenant, il faut aller au bout de sa tristesse. Il faut aller au bout de sa colère. Il faut y aller, mais en sachant qu'on ne peut pas non plus y demeurer. Voilà, c'est-à-dire que je crois que j'ai fait 4 ans, comme ça, 5 ans, où j'ai envie de quitter le monde, d'aller retrouver ma princesse. Et puis, soudain, j'ai réalisé qu'au fond de moi, tout au bout, ça nous oblige à faire de l'introspection de sa tristesse. J'ai senti qu'il y avait une toute petite flamme qui crépitait, mais toute petite. Et là, je me suis dit, celle-ci, elle doit redémarrer. Donc, je dois réouvrir mon parapluie. Je dois aller voir. Alors, j'avais la chance d'aller courir tous les matins, ce qui me donnait de la force parce que j'aime la nature, j'aime les arbres, j'aime la campagne, bien plus que la ville et le bruit. J'aime la musique. La musique m'a énormément aidée. Beaucoup. Pas de la musique qui tambourine dans tous les sens, qui fait du mal, mais de la musique très, très posée, très calme, classique, jazz, enfin, tout ce qui me portait. Et ça m'a aidée énormément. C'est-à-dire que là, je me suis réouverte à la nature, à cette vie que moi j'avais choisie, empreinte de calme, de douceur. J'avais besoin de ça. Ça m'a permis de refaire partir cette petite flamme qui a réouvert des passions nouvelles. Et puis je me suis dit, il faut que je me raccroche à la vie. Donc là, on fait une grande sélection des gens qui nous entourent. Vous dites à un moment donné dans vos interviews, j'ai vidé mon calepin, je me suis dépouillé. C'est ça. J'ai été à l'essentiel. C'est ça. Et je ne m'encombre jamais. Alors j'ai cette espèce d'instinct très animal que j'ai toujours conservé. Je sais très très vite qui va être en phase avec ce dont j'ai besoin. Et je ne m'encombre pas. Alors, il y en a plein d'autres qui sont nuisibles et qui m'intéressent pas, mais ils ont le droit d'être comme ça, je respecte tout à fait. En tout cas, j'y vais pas. Là, j'y vais pas. Et est-ce que c'est indiscret de vous demander quelles sont ces quelques passions qui vous font pousser des ailes? Vous aviez cette jolie expression à l'instant. Eh bien, c'est l'autre. C'est l'autre. Alors, j'avais grandi déjà avec cette notion de partage. Et c'est tellement riche d'être tourné vers les autres. C'est tellement riche. Ce combat m'a tellement appris de choses. D'abord, j'ai quitté l'univers du show business pour entrer dans le monde scientifique. J'ai passé beaucoup de temps dans les laboratoires, à regarder les petites cellules, à les observer, à soutenir des projets de recherche, à voir que des choses avancent. Et ça m'a passionné. Mais vraiment, ça m'a passionné, ça me passionne. Vivre avec des gens qui sont porteurs d'énergie, porteurs de vie aussi, qui vont dans le même sens que vous, ça me booste. Pouvoir échanger avec des gens qui sont comme vous aussi. Alors, je ne demande pas ce que tout le monde soit comme moi et être comme tout le monde. Hein. C'est pas ça du tout, parce que moi, ce que j'aime, c'est justement ces rencontres. Et dans chaque rencontre, je vais chercher forcément ce qui m'enrichit, ce qui me porte. Je trouve que il y a des individus, des personnes exceptionnelles. Et ça me booste. Les enfants me font un bien extraordinaire, parce que dans l'enfant que je vois là en face de moi, je retrouve aussi l'enfant que j'étais, mais j'ai envie de partager avec lui, de prendre le temps avec les enfants pour aussi leur apprendre d'autres choses que cet univers un peu violent, un peu rapide, un peu stérile. Voilà, j'aime partager, j'aime parler, j'aime chanter toujours, j'aime danser. J'ai l'impression que vous aimez votre vie telle qu'elle a été malgré les drames. Mais j'ai appris à réaimer cette vie-là, surtout. Parce que ça a été... voilà, Laurette est partie, ça fait 18 ans maintenant.
Pendant 10 ans, j'ai quand même vraiment gafouillé dans tous les sens, dans la tristesse, quoi. Alors, dans l'action, parce que j'ai commencé tout de suite, donc j'ai toujours été dans l'action. Dans l'action, c'est mon élément. Je lâche jamais. J'étais même surprise. Un jour, j'ai demandé à mon médecin, c'est normal que je sois jamais fatiguée. Alors, je suis fatiguée de la tête parce qu'il y a un moment, si les choses ne se fixent plus, je me dis, voilà, je suis fatiguée. Mais physiquement, je ne suis jamais fatiguée. Je peux traverser des heures comme ça, physiques, et je ne suis pas fatiguée. Donc, ça m'a fait un peu peur. Il m'a dit, non, mais c'est ton énergie. Oui. En fait, non, je crois que c'est important qu'on soit bien dans sa vie. Parce que on a toutes les raisons de ne pas être bien. Toutes. J'observe cette traversée de la Covid avec presque des fois... Alors, j'ai de la chance, j'ai pas attrapé, mais j'ai des amis qui l'ont eu. J'ai mesuré la gravité. Je me dis que j'ose espérer vraiment de tout mon cœur qu'on en tire des vraies leçons, mais que tout le monde en tire des vraies leçons. Nos dirigeants, les pays, les grands hommes d'entreprise, vous savez, qui ne pensent qu'à leur profit, ce gâchis monumental qu'on fait dans la vie, mais ce gâchis qui va de l'objet inutile à notre temps que l'on gâche. Oui, ce gâchis est insupportable. Quand on sait qu'on peut passer du temps avec des gens pour échanger, pour partager une passion, que ce soit la peinture, que ce soit la musique, que ce soit l'art qui est bien malmené actuellement, ça me met dans une colère terrible, mais terrible. Donc je sais qu'on n'a pas pu trouver la solution, mais ça me met dans une vraie colère parce qu'en même temps, je trouve que même si je peux excuser nos dirigeants qui vont vers l'inconnu total, quoi. C'est que vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire de bien pour éviter que tout le monde... Bien sûr, que les urgences soient dépassées, etc. Donc je sais que c'est difficile, mais il y a beaucoup d'erreurs, enfin, à mon sens, et ça n'engage que moi, beaucoup d'erreurs. Et là, on ne peut pas tuer tout le monde. Mais moi, ce que je dis à mes enfants qui sont dans l'art et qui sont complètement arrêtés... on a 1000 possibilités d'inventer. On a 1000 possibilités tous les jours de trouver quelque chose, comme quand on était enfant et qu'on n'avait pas de jouets, pas de machine et rien, et qu'avec un bout de bois, une feuille, un petit bâtonnet, un papillon qu'on avait attrapé, mon frère qui capturait les mouches, etc., on pouvait se faire un petit cirque, on pouvait se faire des superbes tenues, on peut tout faire. On peut tout faire. Vous êtes au milieu de la nature. Je ne serais pas empruntée de me faire une cabane si je me retrouvais dehors, quoi. J'aimerais tellement qu'on arrive avec notre savoir retourner à des valeurs qui sont pleines d'humanité. Merci Stéphanie Fugain de nous avoir offert ce magnifique témoignage. Très émouvant. Sur la scène de l'Atrium de Chaville. C'était un magnifique moment. Merci à vous. Merci. J'ai passé un bon moment aussi.